Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de remonter un petit peu dans le temps. Voilà, nous sommes avec Charles Nicole. Bonjour Charles, vous êtes historien et spécialiste du protestantisme à Nantes et sur l'estuaire de la Loire. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la présence protestante hollandaise à Nantes au XVIIe siècle. Exactement, parce que la Vox Populi nantaise a donné depuis longtemps un nom à une place à Nantes, sur les quais, à proximité des différents quais, notamment du quai de la Fosse. C'est la place de la Petite Hollande. Voilà. Pourquoi la Petite Hollande ? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Et pourquoi pas la Petite Espagne ou la Petite autre pays ? Tout simplement, c'est parce que la présence protestante est caractérisée, surtout au XVIIe siècle, par une importante communauté hollandaise. Et pourquoi sont-ils à Nantes ? Parce qu'il y a le port et que les Hollandais commercent énormément avec le port de Nantes. Et il y a en permanence des personnes sédentarisées et qui sont très majoritairement protestantes, qui sont originaires des Provinces-Unies et qui s'installent sur le quai, notamment pour exporter, pour importer différents produits à destination des Provinces-Unies. Alors on peut se demander pourquoi ils ont choisi Nantes et pas un autre lieu, un autre port. C'est pour la raison suivante, c'est que, et ça va être une question emblématique, avant le début de la Réforme, déjà les Hollandais venaient charger du sel dans la baie de Bourgneuf, à Pornic, au Croisic, là où on produit le sel. La région des marais salants, quand même. Et région de grande production salicole. Alors pourquoi ? Parce que les Hollandais sont en difficulté sur plusieurs tableaux. C'est pour ça qu'ils vont développer une grande flotte. Ils sont en difficulté parce qu'ils ne produisent ni sel, mais pas seulement. Ils ne produisent pas d'ardoise pour les maisons, ils ne produisent pas de blé, ils ne produisent pas énormément de sortie des tulipes. Voilà, mais ça viendra d'ailleurs un peu plus tard. D'où ce besoin, non seulement d'importer ces produits de première nécessité, il y a aussi l'alcool, il y a le vin qu'ils importent, mais ils en font aussi un commerce, ils revendent à d'autres contrées. Ce sont des marins commerçants. Ce sont des marins commerçants, et l'embargo espagnol sur les sels ibériques, pousse ces Hollandais à venir charger de plus en plus, notamment au Croisic. À Nantes, là aussi, il y a un important commerce du sel, puisque le sel remonte par barge jusqu'à Nantes. Et donc, les commerçants, les négociants hollandais vont s'installer véritablement sur la place nantaise, et ils vont représenter plus de 50% des protestants nantais. Ah oui. Voilà, l'église réformée de l'époque, c'est 50% au moins 50% de Hollandais. On a des chiffres d'ailleurs assez parlants. Rien que pour la période de 1661 à 1685, alors pourquoi je m'arrête à 1685 ? C'est parce que c'est la date de la révocation de l'édit de Nantes qui interdit définitivement tout culte protestant. Nantes compte 118 marchands d'origine étrangère, ce qui est considérable. Et 77 sont hollandais ou flamands. Ah oui, 77 sur voilà, 78. Ça fait 65%. Ils sont très largement devant les Irlandais, qui représentent 13%, un peu plus de 13%. Les Espagnols, qui sont historiquement aussi très installés sur le port de Nantes, ils sont un peu plus de 8%, les Portugais 5%, les Anglais 4%, les Allemands 2%, bref, j'arrête là le catalogue à l'après-vert. Effectivement, les Hollandais sont vraiment en grande majorité, en fait. Ah ben oui, et ils ont le vent en poupe, sans faire de mauvais jeu de mots, de par leur flotte qui est considérable, parce qu'ils vont pratiquer une politique commerciale d'un bas prix du fret. Donc on arme énormément de navires hollandais, et on en construit à Nantes d'ailleurs pour la marine hollandaise. D'où leur présence extrêmement importante. J'ai une petite question bébête. Ils parlaient quelle langue, ces gens, entre eux ? Alors ils parlent le flamand.
Ils parlent le Les flamand. Hollandais, ils parlaient le flamand. Oui, mais ils le parlent toujours. D'ailleurs, c'est un dérivé. Mais comment ils du échangeaient flamand. avec les Nantais? Alors, c'est essentiellement en allemand. Ah ouais. Parce qu'il y a aussi des marchands allemands, mais ils sont polyglottes, ils parlent plusieurs langues. Même si l'anglais n'est pas encore la langue vernaculaire que l'on connaît aujourd'hui, on peut échanger aussi en quelques mots d'anglais et d'allemand. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est un langage qui est utilisé dans la marine. La plupart des mots Oui. Sont connus. voilà, sont d'origine anglo-saxonne, dirons-nous. Très bien, donc en fait, ces Hollandais, ils arrivent avec les idées de la Réforme qu'ils vont essaimer ou... Alors, ils sont surtout présents au XVIIe siècle. Vous le savez, à partir de la signature de l'édit de Nantes en 1598, il n'y a plus de protestants à Nantes quasiment, puisque la guerre civile avait chassé tous les protestants de Nantes. Bah oui. Le culte va se rétablir à Sucé-sur-Erdre, puisque Nantes étant une ville siège d'un évêché, l'édit de Nantes stipule que toute ville siège d'un évêché ne peut pas autoriser la présence permanente d'un culte. Alors nous savons que ces Hollandais, avec d'autres protestants, vont s'installer petit à petit sur Nantes, vont pratiquer le culte à Sucé-sur-Erdre. On soupçonne aussi que les Hollandais, entre eux, pratiquaient des cultes, on va dire, à domicile. Hein. Oui. Il n'y a pas de temple à Nantes, donc la seule solution, c'est de lire la Bible, tout simplement, entre soi, dans les différents domiciles de ces marchands hollandais, avec y compris des Nantais d'origine, qui sont pour la plupart de la petite noblesse, mais qui sont, eux, beaucoup plus dans les terres. Alors quand je dis dans les terres, ils sont plus éloignés du port, ils sont notamment concentrés dans le quartier de Chantenay. Qui à l'époque est... Et c'est la campagne, c'est la campagne. C'est la campagne, oui. D'accord. Donc oui, ça fait avancer quand même un petit peu ces idées de la Réforme. Oui, alors... Mine de rien. C'est vrai que, je vous le disais, le bas prix du fret de ces vaisseaux explique en grande partie à la fois la réussite de la flotte hollandaise et l'importante présence hollandaise à Nantes, mais ils vont aussi se manifester d'autres façons. Les raffineries de sucre ont pour origine des protestants. Il y a déjà 5 raffineries de sucre, toutes tenues par des protestants, par des Hollandais, toutes tenues et fonctionnant avec des employés hollandais. Et si bien que le port, c'est une plaque tournante économique de premier plan, d'où l'impérieuse nécessité dans les deux camps, qu'ils soient catholiques ou protestants, de se ménager. Eh oui, il faut arriver à s'entendre. Et c'est pas la première fois qu'on réussit à s'entendre. Je remonte encore un bon siècle auparavant, 1572. Ça dit fin du XVIe. Voilà, 1572, 24 août 1572, c'est la Saint-Barthélemy. Ah oui. Saint-Barthélemy qui est une tragédie nationale, à l'occasion du mariage d'ailleurs de Henri de Navarre, le futur Henri IV, avec Marguerite de Valois, qu'on va appeler la reine Margot. 3000 calvinistes sont assassinés les jours suivants dans la capitale. Mais il y a plusieurs Saint-Barthélemy. Ça dure jusqu'au mois de novembre. Ah oui. Et le fait est qu'à Nantes, alors qu'à Bourges, il y a 500 morts, à Orléans, c'est plus de 1000 morts, à Angers, un peu partout en France, à Lyon, les calvinistes sont passés au fil de l'épée. Mais à Nantes, alors qu'il y a quand même pas mal de protestants en 1572, on estime qu'ils représentent environ 7% de la population, un pourcentage qu'on n'a jamais oui, égalé actuellement, c'est à aujourd'hui. 2 à 3%. Hein. Oui, encore. Et encore en étant... Christine, vous êtes très généreuse. Eh bien, pas une goutte de sang n'est versée le 24 août, par la suite. Pourquoi ? Alors expliquez-nous pourquoi. Eh ben, c'est d'autant plus invraisemblable que le duc de Montpensier, qui était le gouverneur de Bretagne, envoie une lettre au maire de l'époque, Guillaume Arruis, et lui stipule, il faut faire comme tout le monde. Comme partout. Il faut les passer au fil de l'épée, ces maudits huguenots. Et Guillaume Arruis, qui est d'origine espagnole, c'est un gros commerçant. Arruis, qui était maire... Oui, maire de Nantes. Nantes. Oui, pardon, oui, je précise, Guillaume Arruis est alors maire de Nantes. Ses origines sont espagnoles. C'est un gros commerçant sur le port de Nantes. Et il commerce avec tout le monde.
Eh oui. Donc, comme par hasard, il oublie la lettre. Et lorsque la lettre de Charles IX arrive un peu plus tard, prônant de calmer les esprits, ça sera lu, cette lettre-là sera lue au conseil municipal. Oui. Et donc la lettre de Montpensier, qui ordonnait de massacrer tous les protestants, n'a eu aucun écho. Parce que Guillaume Arwis n'allait pas scier la branche sur laquelle il était assis. On ne va pas massacrer des fournisseurs ou des clients éventuels. Mais oui. C'est pas très intelligent. Mais il serait injuste de ne pas citer un autre personnage qui était l'évêque de Nantes de l'époque, qui s'appelait Philippe Dubec, qui a aussi prôné l'apaisement, parce que les protestants étaient très très présents sur la place nantaise, notamment dans le centre de ville. Il y avait déjà eu suffisamment d'émeutes comme ça entre protestants et catholiques, il y avait même eu des bagarres dans la cathédrale de Nantes, donc il prône l'apaisement. Mais si je suis revenu volontairement presque un siècle en arrière, c'est pour montrer que la place prépondérante du port à la fois joue en faveur des protestants, joue en faveur de l'équilibre qu'on tient à trouver, parce que ces Hollandais, donc je remonte vers les années 1600, avant la révocation de l'édit de Nantes, vont susciter méfiance et intérêt. Oui, très intéressant, hein. Comme quoi parfois la paix est liée à des causes mystérieuses. Voilà, parce qu'il suscite à la fois intérêt et méfiance, je vous disais. Intérêt au regard du négoce, je pense que je ne vais pas en redire, mais méfiance parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette période-là, Louis XIV mène la guerre aux Provinces-Unies, qu'on appelle communément la Hollande, mais à l'époque on appelait ça les Provinces-Unies. Et ainsi, on l'a totalement oublié, la marine hollandaise va mener de très nombreux raids sur la côte atlantique, et notamment à Noirmoutier. À Noirmoutier, en 1674, nous sommes le 4 juillet, sur donc le versant maritime de l'estuaire, le versant sud maritime de l'estuaire de la Loire, il y a 80 navires hollandais, c'est quand même considérable, qui est commandé par un amiral qui s'appelle Trump d'ailleurs. Oh non. Si, alors celui-ci, ça s'écrit avec un O, et il ne fait pas dans la nuance l'amiral Trump, il bombarde Noirmoutier, et même les troupes vont occuper Noirmoutier pendant environ une vingtaine de jours. Et ils vont se retirer en emmenant avec eux quelques otages qui vont d'ailleurs s'installer pour la plupart aux Provinces-Unies. J'ai trouvé ça très bien. Et la légende veut... Ils vont y rester, Ils vont y rester, oui. Certains vont revenir, et la légende veut que c'est un de ces otages qui aurait composé la fameuse ritournelle Auprès de ma blonde. Ah oui, très bien. Donc on ne va pas écouter Auprès de ma blonde, mais on va écouter un morceau de musique que vous nous proposez, qui s'appelle Horizon. Oui, pour la flotte hollandaise, ça tombe bien. C'est pas mal. Voilà, nous reprenons notre émission avec Charles Nicole, donc qui est historien spécialiste du protestantisme à Nantes et sur tout l'estuaire de la Loire.
Donc nous sommes un peu au XVIIe siècle avec cette présence forte des Hollandais qui à la fois font du négoce intéressant et en même temps se battent contre Louis XIV. Donc c'est quand même une période assez troublée aussi. En fait, tout ça, au milieu de tout ça, il y avait un enjeu très fort, c'était celui du sel. Exactement. Et on va encore faire un petit retour non pas dans le futur, mais dans le passé. Ah oui. Puisque, peut-être qu'on l'a oublié, mais le roi de France, qui est Henri IV, ne monte toujours pas sur le trône avant 1500. Il va monter sur le trône en 1593, mais il est de facto roi de France, mais il est toujours protestant, il se convertit en 1593. Il se convertit pour pouvoir être couronné roi. Pour être couronné roi. En attendant, nous avons un personnage qui s'appelle le duc de Mercœur, qui est le gouverneur de Bretagne. Tiens, Mercœur, ça me dit quelque chose. Voilà, qui contrôle donc toute la ville de Nantes, qui chasse les protestants, c'est un des chefs de la Ligue catholique. Et c'est un séditieux. C'est un séditieux puisqu'il a pour projet de rétablir le duché de Bretagne, voire même de proclamer son indépendance. Parce que son épouse, qui s'appelait Marie de Luxembourg, pouvait prétendre à monter sur le trône avec son mari, puisqu'elle descend d'une des familles ducales, la famille Penthièvre, pour ne pas la citer, une des grandes familles ducales bretonnes. Henri de Navarre, Henri IV, en 1588, est conseillé par le gouverneur de Saumur, qui est lui-même protestant, qui s'appelait Philippe du Plessis-Mornay, et il lui dit la chose suivante. Écoutez, si vous voulez mettre fin à la sédition du duc de Mercœur, il faut prendre absolument l'estuaire de la Loire. Saint-Nazaire, le Croisic, Paimboeuf, il faut contrôler toute cette région. Et pourquoi ? Parce que vous allez ainsi contrôler le trafic du sel. Et le trafic du sel rapporte énormément. Oui. C'est par exemple des chiffres qui sont assez éloquents. On sait par exemple qu'il y avait la perception de la dîme sur la production de sel. Mais une grande partie des propriétaires paludiers, ceux qui récoltent le sel sur la région du Croisic et de Mesquer, Piriac-Mesquer, Piriac qui a d'ailleurs toujours une rue des Huguenots, en mémoire de la présence protestante, eh bien on estime que 25% des bassins qui récoltent le sel sont contrôlés par des protestants. Alors c'est bien embêtant pour l'évêque de Nantes, puisque la dîme qui était environ de 6% sur chaque récolte annuelle, eh bien, l'évêque de Nantes en recevait la moitié et l'autre moitié revenait au chapitre de la collégiale Saint-Aubin à Guérande. Donc cet enjeu du contrôle des marais salants va conduire Henri de Navarre en 1588 à tenter de prendre le Saint-Nazaire. Nous sommes au mois d'octobre et malheureusement, il va échouer puisqu'une tempête va repousser sa flotte qui part de La Rochelle. Une très grosse tempête d'équinoxe. Et c'est bien dommage, parce que 1588, c'est 10 ans avant 1598, c'est-à-dire qu'on a perdu 10 ans. Peut-être que nous aurions eu définitivement un roi protestant. L'histoire de France aurait pu changer, mais on ne refait pas l'histoire. Donc, avec des si, on mettrait beaucoup de villes en bouteille. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que le duc de Mercœur retient bien la leçon. Il a eu chaud. Si Henri de Navarre avait réussi, c'en était fini. La flotte de Henri prenait les ponts de Nantes, reprenait tout le contrôle du commerce, le contrôle du port, le trafic maritime, le trafic du sel. Eh bien, le duc de Mercœur va faire appel à des renforts pour contrôler l'estuaire. Et ces renforts, ce sont les renforts espagnols. Il fait appel à Philippe II, le roi d'Espagne, qui va lui envoyer une flotte et 3000 fantassins, qui vont d'ailleurs occuper le Croisic et chasser les protestants. On sait qu'ils se comportaient mal. Bon, ce sont des soudards. On dit les Espagnols. Ce sont des Espagnols, et d'ailleurs certains d'entre eux ont pris souche dans la région. Par exemple, le nom Rio, qui est un nom fréquent en Brière ou dans la région nazérienne, est d'origine espagnole. On pourrait en citer d'autres, mais ce n'est pas notre sujet. Et pourquoi Philippe II
prête main forte à notre ami, enfin, c'était pas notre ami, hein, Mercœur. C'est parce que c'est un poste d'importance, le port de Nantes, et les Espagnols commercent énormément avec le port. Mais c'est que sa fille, la fameuse Isabelle Claire Eugénie, peut elle aussi prétendre à monter sur le trône du duché de Bretagne, parce que par les jeux des apanages féminins, elle descend d'une autre famille ducale, les Montfort, et donc elle peut effectivement prétendre à monter sur le trône, et Philippe II se verrait bien contrôler la Bretagne. Donc les guerres dites de religion ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres de stratégie. D'un côté, on a les Espagnols, de l'autre côté, les Hollandais. Des Hollandais. Plus tard, au XVIIe, on a surtout les Anglais qui aimeraient bien posséder quelques places d'importance sur la côte atlantique, d'autant plus qu'ils ont signé un traité de paix avec la France. Donc les Espagnols sont inquiets de ces types de traités. Et c'est pour ça que souvent on dit mais ce sont des guerres de religion. C'est vrai, 43 années sous prétexte que c'était des guerres de religion. Ce sont surtout des enjeux territoriaux, des enjeux économiques qui ont conduit à une guerre de position. C'est très lié, en fait. Très lié avec même depuis le début de la Réforme, parce que... Les questions de territoire. En Allemagne, avec Luther, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. L'enjeu politique. Et Nantes a fait partie bien de ces grands enjeux stratégiques. Et pourquoi je le rappelle, c'est parce que les Nantais eux-mêmes n'en ont pas conscience. Voire même les protestants peut-être aujourd'hui n'en ont pas conscience, mais c'est une donnée. Et donc là, on importante. en est à la fin du XVIIe siècle, où les protestants... À la fin du XVIe siècle, édit de Nantes... chassés toute la région. Ils ont été chassés. La plupart, d'ailleurs, beaucoup durant ces guerres de religion. Les protestants français, en fait. Oui. Et ça va revenir un peu par les Hollandais. Le protestantisme, je veux dire. Alors, à la fin du XVIe siècle, il n'y a plus beaucoup de protestants, alors que l'édit de Nantes autorise d'épouser une confession qui ne soit pas celle de son souverain. C'est une première en Europe. Il n'y a pas d'autres pays, protestants ou catholiques qui tolèrent deux religions dans son royaume. Oui. Donc c'est tout de même, il faut reconnaître ce mérite à l'édit de Nantes, même si les droits des protestants sont extrêmement encadrés, limités, et on ne va pas arrêter d'y revenir sans cesse. Mais ces guerres dites de religion, ça a été... On produit des départs massifs, et puis je pense notamment à un petit noble de la région nazérienne. Alors lui, Gédéon Le Pennec du Bois-Jolant. Il est tué à la bataille de Jarnac. Donc on perd beaucoup de personnes durant ces guerres. Alors les Hollandais, en effet, vont énormément contribuer à ce que le protestantisme renaisse. J'ai parlé de Nantes, mais surtout au Croisic. Surtout au Croisic, parce que chaque année, on sait que dans les années, on va dire de 1600 à 1680, ce sont 15 à 40 vaisseaux qui viennent d'Amsterdam pour charger le sel, pour s'approvisionner au Croisic. Et ce sont des navires conséquents. Ce sont des navires de 100 à 300 tonneaux. Alors, ça peut paraître un peu abscon, mais 300 tonneaux, ce sont quand même pour l'époque, ce sont pas des paquebots, hein. Ce sont des navires qui font au moins 25 mètres de long, qui disposent d'un minimum de 3 ponts, donc qui peuvent charger énormément de matériel, et notamment le sel. Et puis, donc ces tonneaux sont faits pour transporter le sel. Alors non, c'est une jauge. Les tonneaux, c'est une... Pas des tonneaux. Oui, ce ne sont pas des tonneaux, même s'ils chargent des tonneaux de vin, d'ailleurs. Je viens de poser la question. Voilà. Non, c'est une unité de valeur pour mesurer l'importance d'un navire. Et les protestants du Croisic, ils commercent avec qui ? Avec des Hollandais, bien sûr, mais surtout avec les fameux négociants qui s'étaient installés à Nantes. Alors, pour terminer,
parce que la présence hollandaise, elle prendra fin en 1685 avec la révocation de l'édit de Nantes. On sait que l'estuaire de la Loire va permettre de fuir, même si beaucoup seront arrêtés en chemin. Et on est dans l'ambivalence vis-à-vis des Hollandais. On ne veut pas qu'ils partent, mais on ne veut pas qu'ils soient protestants. Donc certains vont rester. Ils vont se convertir. Je pense à la famille d'Urbroek, grande famille hollandaise qui sera influente sur Nantes. Et puis, on sait aussi que la fuite par le port de l'estuaire, les Hollandais ont permis à des protestants du Bas-Poitou, des Tourangeaux, de pouvoir fuir et de se réfugier à Jersey et aux Provinces-Unies. Et on sait aussi que le sénéchal de Paimboeuf, qui était parfaitement au courant de ces navires qui transportaient des fuyards, interceptait ces navires et demandait à chaque passager un passe-droit, c'est-à-dire ils étaient rançonnés. Ah oui. Ils étaient rançonnés. C'était mieux que d'être envoyés aux galères. Au mieux, ils étaient rançonnés. Certains se sont retrouvés aux galères, notamment dans les années 1700. Et les enfants étaient privés de leurs parents et rééduqués, notamment à Indrette. Voilà pour la partie. Merci beaucoup, Charles. C'est vraiment très intéressant et très précis tout ce que vous nous dites. On va rappeler à nos auditeurs que vous allez donner une conférence jeudi 27 février sur ce thème. Entre autres, à 17h30, jeudi 27 février, aux Archives départementales, rue de Bouillé. Exactement. Voilà. Et puis, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les protestants et Nantes », dont nous avons déjà parlé, mais on peut le redire puisqu'il est réédité. « Les protestants et Nantes » de Charles Nicolle, une minorité au cœur d'une ville portuaire. Merci. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Charles. Et puis, on a hâte de vous écouter pour d'autres choses sur Nantes et les protestants. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Thank you.